C'est d'une certaine façon historique, là, ce qui se débat ces jours-ci. Bien, l'événement était d'une triste et terrible envergure, cette fusillade à la mosquée de Québec. Il survient quelques années après des modifications au code criminel qu'avait apporté le gouvernement de Stephen Harper, rendant possible le fait d'avoir, ce qui existe aux États-Unis, qui n'avait jamais existé au Canada, que dans certaines circonstances, des peines puissent s'additionner. Ce qui fait qu'on est en train de débattre cette semaine sur les plaidoiries sur est-ce qu'Alexandre Bissonnette, qui a fait 6 victimes, pourrait avoir 6 fois, le 25 ans avant une libération, là, 6 fois 25, 150 ans avant de pouvoir penser à une libération conditionnelle. On comprend que ça veut dire, dans ce cas-ci, ça voudrait dire la véritable prison à vie jusqu'à son décès. Maître Charles Bécoté, criminaliste, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Oui, parce que c'est cette nouvelle loi du gouvernement Harper, elle date, je pense, de 2011, quelque chose comme ça, mais elle n'a jamais été totalement testée comme cette semaine-là. Non, je dirais Justin Bourque dans les Maritimes, effectivement. Sur des gens de la GRC, sur des agents de la GRC. Sur 3 agents de la GRC, a eu 75 ans avant une période d'éligibilité, ce qui l'amène à 99 ans. Alors, pour lui, également, c'est une sentence à perpétuité. Quasiment à vie. Oui. Mais là, 150 ans, ça dépasse toute forme d'espérance de vie. Ça, c'est clair. Mais on voit ça aux États-Unis. Là, c'est un courant qui s'amène ici. La question, c'est de savoir est-ce que le tribunal va aller jusque-là, selon les principes d'imposition de sentence. Si vous essayez, là, pour des gens qui sont pas des spécialistes en droit, la position des deux camps, résumer la position des deux camps. Commençons par ce que demande la Couronne, qui veut le 150 ans. Comment la Couronne résume ça? Bien, théoriquement, eux, ils veulent un calcul mathématique parce que la possibilité existe dans le code criminel, c'est à la discrétion du juge du procès, dans ce cas-ci, de déterminer s'il va appliquer les peines consécutivement. Alors, dans ce cas-ci, c'est l'application de la période d'inéligibilité qui est de 25 ans par meurtre. Alors, dans ce cas-ci, 6 fois 25, 150, c'est ce que la Couronne veut que le juge fasse. Les rendre consécutives, les périodes d'inéligibilité. Et c'est permis spécifiquement. Est-ce que la Couronne plaide que c'est un crime d'une gravité ou d'une cruauté ou d'une... Bien, c'est un crime terroriste. Exceptionnel. Oui, effectivement, la Couronne... c'est sa position. C'est un crime de nature terroriste. C'était pour faire peur. C'était motivé par la religion des victimes et ça doit être sanctionné de façon claire, nette et précise en imposant des peines consécutives à l'accusé. La défense? La défense considère que c'est un traitement cruel et inusité que de rendre toutes ces sentences-là ou ces périodes-là consécutives parce que ça enlève... Cruel et inusité. Ça, on a cette protection-là au niveau de la Charte. L'article 12 de la Charte prévoit qu'on a une protection contre les traitements cruels et inusités. Dans ce cas-ci, je ne suis pas convaincu que ce soit un argument qui est très valable parce que c'est discrétionnaire au niveau de la Cour. La question, c'est de savoir si c'est imposé, de quelle façon ça a été imposé. Parce que le Code criminel impose à la Cour également de ne pas rendre des sentences disproportionnées et qui rendraient tout principe de réhabilitation obsolète. Alors, dans ce cas-ci... Dans ce cas-ci, il n'y a pas de réhabilitation. Si le gars a 20 quelques années, il passe 150 en prison. D'après moi, à moins que la médecine évolue pas mal, il ne se rendra pas à 175 ans. Là. Ça, c'est clair. Première des choses. Deuxièmement, c'est quoi le message qu'on envoie à l'accusé? À la société en général, je comprends, c'est des châtiments qui correspondent au crime et les victimes ont droit à ce qui est une reconnaissance de la Cour à une peine vraiment sévère. Soit. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec un accusé qui est sentencé comme ça? Bien, ça se retrouve avec quelqu'un qui n'a aucun espoir de sortie éventuelle. Alors, pour lui, là, s'il décide de s'en prendre à un gardien de prison, ça va être quoi sa conséquence? Il va être mis au trou, en isolement, pendant quelques semaines, pendant quelques mois. Mais c'est tout, là. Il ne retarde. Donc, il devient un prisonnier beaucoup plus difficile à garder parce qu'il n'y a plus rien à perdre. Bien, exactement. Donc, ça, ce sont des arguments en faveur de... Bien, effectivement, donnons-lui une lueur au bout du tunnel. Je dis pas, on va mettre ça tout concurrent à 25 ans, mais est-ce que ça peut être modulé d'une façon peut-être de dire, bien, ça peut-être un 50 ans ou peut-être un 25 pour les meurtres, puis pour les tentatives de meurtre, un 15 ans. Alors, tu
savez, rajouter Mais qui laisse une consécutivement, perspective de sortie. qui laisse une perspective, donc l'accusé va chercher à se réhabiliter ou à tout le moins accepter des formes de traitement, des interventions du système carcéral pour qu'un jour, éventuellement, il puisse présenter sa demande. Ça ne veut pas dire qu'il va l'avoir, mais au moins qu'il puisse faire une demande. En surplus de ça, il y a la question qui se pose, et que peut-être qui va se poser plus tard, là, si on va en appel, de la constitutionnalité de la loi elle-même. Parce qu'il y a des gens qui se disent... Parce que là, c'est comme si on discute d'un cas, mais en parallèle du cas, on discute. Est-ce que le gouvernement en peut, à ce moment-là, agir d'une façon constitutionnelle? Est-ce que dans l'esprit des lois au Canada, de la Charte des droits, on peut arriver à des peines qui dépassent la longueur de la vie? Oui. C'est évident que c'est un concept qui va être éventuellement analysé. Mais il faut comprendre une chose, une distinction versus les peines minimales qui sont présentement prescrites dans le Code criminel. Les peines minimales sont obligatoires. Le juge perd sa discrétion dans l'évaluation du cas précis du délinquant devant lui. Alors, il est obligé de commencer. Il y a un seuil minimal. Alors, c'est exemple, là... meurtre premier degré, il n'y a aucune libération. Avant 25 ans. Ça, c'est minimal. Ça, c'est correct, ça. Ça, c'est accepté. Il n'y a pas de contestation à ce niveau-là. Là où c'est contesté, où on conteste, les criminalistes vont contester, c'est la peine minimale imposée. Dans ce cas-ci, le fait que le juge puisse les mettre consécutives, c'est discrétionnaire au juge. Donc, ce n'est pas une attaque constitutionnelle sur la possibilité de le faire. C'est sur l'utilisation discrétionnaire que le juge aurait pu en faire. Alors, je ne suis pas convaincu qu'on va pouvoir faire une attaque constitutionnelle de la disposition. On va plutôt le faire cas par cas pour chaque cas qui aurait été décidé par les juges, à savoir est-ce que c'était juste, dans les circonstances, d'imposer la sentence qu'il leur a imposée. Je sais que c'est toujours une boule de cristal que vous n'avez pas, là, mais quelle que soit la décision du juge sur ce cas-ci, mettons qu'il disait, bon, ben 25 ans, puis on arrête là, puis on ne met rien de consécutif, ou le 150 ans, c'est quoi la probabilité que ça aille en appel? Moi, je pense que c'est élevé parce que les deux côtés ont un message à transmettre. Autant la défense qui s'oppose à ce genre de discrétion-là et de pouvoir-là. Parce que des fois, la défense et la couronne et la défense vont arriver à une position commune, là. Dans ce cas-ci, c'est ça qui est arrivé. Ouais. Mais entre 25 ans et 150 ans, tu peux pas être plus aux antipodes, là. C'est difficile. C'est effectivement difficile de venir à une entente. Mais je reviens à Justin Bourque, où l'avocat de la défense, ce qu'il a expliqué, il l'a expliqué dans des entrevues, c'était le mandat qu'il avait d'accepter cette sentence-là parce qu'elle était jugée adéquate. Écoutez, on peut le débattre, là, parce que je sais qu'en plus, l'accusé, Bourque, a peut-être pensé, entretenu un espoir d'appel à un moment donné. Alors, mais je sais que ça a été au cœur de la décision à l'époque. Alors, mais... Le juge a annoncé, donc cette semaine, ce sont les plaidoiries, là, toute la semaine. Le juge a annoncé qu'il faudra attendre la décision. Ce sera une décision longue et à rédiger. Il a parlé de l'automne. Ouais. C'est une grosse décision à prendre, mais il n'y a pas péril dans la demeure, là. Il est en prison en attendant, de toute façon. C'est ça. Je sais que, par contre, Bissonnette se plaint de ses conditions de détention. C'est pas pareil être détenu au système provincial que le système fédéral. Je sais que ses avocats vont faire des démarches. Parce que tant que la sentence n'est pas rendue, il n'est pas comme placé de façon permanente dans son centre de détention permanent. Là. Non, parce que la sentence n'a pas été rendue. Mais bien que c'est clair que c'est une sentence vie, c'est clair, c'est la période d'inéligibilité. Alors, il est encore en traitement. Alors, ça, à partir de ce moment-là, il est toujours détenu dans un centre de prévention, là, temporaire, au provincial. Ouais. C'est ça, temporaire. Puis, éventuellement, il va être transféré au fédéral. Ce que ces avocats vont tenter de convaincre le fédéral, c'est de dire, bien, écoutez, c'est clair que ça en va chez vous, là. Alors, pouvez-vous l'accueillir tout de suite? Puis... Et pourquoi? Il est mieux dans un pénitencier fédéral? Ou... Bien, c'est parce qu'il y a des programmes qui sont établis. Provincial, c'est moins de 2 ans. Alors, on fait un temps plus dur, mais c'est des périodes plus courtes. Au fédéral, comme c'est plus long, il y a des programmes d'aide, il y a des programmes d'insertion du travail. Alors, il y a d'autres... C'est plus structuré pour, une période d'incarcération à long terme. D'un côté, merci d'avoir été là. Ça m'a fait plaisir. Au revoir.